Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui en ce beau 24 décembre. Beau relatif ici au Québec, disons que c'est assez pluvieux. Mais bon, on n'aura pas notre Noël blanc cette année dans la grande région de Montréal. Mais sûrement que plus au nord, vous êtes un peu plus chanceux que nous. Ou ailleurs dans le Canada, dans nos belles provinces des Prairies, Colombie-Britannique, Alberta. Saskatchewan. Alors, salutations à vous tous. Je vous rappelle, public cible, c'est tous les amateurs de hockey francophones euh, d'un océan à l'autre. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit spécial, étant donné que je vais probablement prendre congé en ce 25 décembre. Je vais tout de suite, oui, tout de suite d'une traite, y aller avec mes prédictions des équipes 3, 2, 1 dans la division Nord ou si vous préférez, la division canadienne. Donc, en troisième position. Alors, en troisième position, comme je le disais, est-ce que ça va être les Maple Leafs de Toronto? Non. Je l'ai joué un petit tour avec mon jersey des Maple Leafs. Non. Les Canucks de Vancouver. Et en toute franchise, comme je l'ai déjà mentionné dans mes autres vidéos, ça n'a pas été une décision facile. C'est un coin toss entre les Oilers et les Canucks. Mais pourquoi les Canucks, selon moi, vont avoir un petit edge? Probablement juste un 2 points d'avance sur les Oilers. Ça va être aussi serré que ça. Donc là, pourquoi? Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est sans nul doute l'équipe la mieux balancée de la division Nord. C'est une équipe qui est vraiment super bien équilibrée, autant l'attaque, autant la défense. Quelques vétérans, d'excellents jeunes. Peut-être la petite lacune, à mon avis, c'est sur leur quatrième trio. Il y aurait peut-être place à amélioration de ce côté-là. Mais deux très bons premiers trios. Si je pense par exemple à des Peterson, bien entendu. Je pense par exemple à un Horvat qui joue sur le deuxième trio. Ensuite de ça, on pourrait y aller avec des Brock Boser qui était un peu blessé, je ne me trompe pas l'année passée, mais il va se replacer. C'est un gars à peu près de 0,8 points par match. Solide. Sa progression va se poursuivre dans son cas. JT Miller. JT Miller, là, c'était une super belle surprise l'année passée. Là. Je ne sais pas si vous allez la voir, là, mais 72 points quand même de JT Miller. C'est pas rien. Là. 72 points. C'était le meilleur marqueur, en fait, le meilleur pointeur d'équipe l'année passée. Je m'attends à une petite baisse de régime de sa part, mais c'est un gars, quand même un 0,8 points à mon avis par match. Donc, ça, je vous parle juste de l'attaque. Maintenant, si je vous parle de la défensive, ben là, avec Quinn Hughes, c'est solide. C'est vraiment, mais vraiment très solide. À mon avis, Peterson et Quinn Hughes ont le potentiel dans le top 10 de la Ligue nationale. Quinn Hughes est déjà là. Il s'en va lentement mais sûrement dans le top 5 des défenseurs de la Ligue. Il n'est pas encore, mais il va y être. Pour ce qui est de Peterson, je pense que c'est un joueur qui est très sous-estimé. Il est petit, mais là, enlevez-vous ça de la tête. Là. La nouvelle Ligue nationale, c'est la vitesse, la hargne. C'est pour ça que les petits joueurs ont leur place, comme Quinn Hughes, comme Peterson. Mais ce que Vancouver a compris, c'est que ça prend un équilibre. Puis ça prend une équipe pour se rendre en séries éliminatoires.
Je ne crois pas que c'est une équipe qui sont bâties pour gagner en série. Ils ont quand même du grind, là, comme on dit, sur le troisième trio avec un Antoine Roussel, par exemple. Mais il leur manque un petit quelque chose. Peut-être encore un petit peu plus de robustesse, mais ils sont pas loin. Là. Ils sont vraiment pas loin. C'est quand même une bonne équipe. Donc, comme je disais, la défensive, là, je vous ai parlé de Quinn Hughes, mais là, ils ont été chercher Smith Nate Smith pour remplacer en fait Tanev. Moi, je pense que c'est une bonne addition. Là. Peut-être qu'il produisait un petit peu plus que la normale du côté de Vegas avec une bonne équipe devant lui. Mais attendez-vous quand même, à mon avis, à du 0,4 points pour la saison qui s'en vient là, dans le cas de Nate Schmidt. C'est une bonne avantage numérique, celle des Canucks. Ils sont dans les top 10 de la Ligue nationale. Je pense même top 5 au niveau de leur avantage numérique. Puis, tu sais, là, je vous ai parlé de Nate Schmidt, mais il y a aussi Edler, c'est un bon vieux vétéran. Tyler Myers qui joue avec Quinn Hughes pour compenser son 16. Tyler Myers, moi, c'est toujours un défenseur que j'ai beaucoup aimé. C'est robuste, un gars de 30 points en temps normal, saison normale par saison. C'est pas le défenseur le plus offensif, mais quand même solide dans sa zone. C'est un gros défenseur. Là. Donc, pour moi, ça, c'est une bonne défensive équilibrée également. Par contre, qu'est-ce qui pourrait mêler les cartes? Ben oui, c'est Oldby. Tu sais, Oldby, moi, je suis pas convaincu. S'il y a une petite chose qui pourrait faire mal aux Canucks, c'est ça. Ça va faire mal la perte de Markstrom, qui a été phénoménal l'année dernière. Puis pas juste l'année dernière, dans les 3-4 dernières années. Très bon gardien de but. En toute franchise, moi qui est dans l'Est, là, dans la région de Montréal, c'est sûr que je suis un peu moins les équipes de l'Ouest. Là, cette année, c'est vraiment cool parce que je vais pouvoir les suivre de près. Là. Mais pour les peu de matchs que j'ai vus de Markstrom, j'ai quand même bien aimé ce que j'ai vu. Un bon gardien de but combatif. C'est un top 10 sans aucun doute à mon avis, Markstrom. Ça va faire mal. C'est une bonne addition pour les Flames, mais Flames, ça va leur prendre plus que ça pour faire les séries. Ouais, la perte de Toffoli. Bon, il avait été chercher des Kings là, pour faire un petit bout en fin de saison puis en série. Je pense qu'il a vraiment aidé à ce niveau-là. Donc, malheureusement, il n'a pas été remplacé. Ils sont quand même corrects à l'attaque, mais cette petite différence-là aurait pu vraiment solidifier leur deuxième, troisième trio. Parce que c'est un peu juste, là, comme je vous dis, quand on arrive là, troisième, quatrième trio, un petit peu plus faible. Surtout sur le quatrième, comme je vous disais. Fait que, pas, ça aurait pu renforcer cette attaque-là, mais bon. Puis là, ben, l'autre chose qui pourrait mêler les cartes, c'est la fameuse gang de la deuxième année. Là. Je ne penserais pas. Je ne penserais pas dans le cas de Hughes, là, mais comme on dit, we never know. Je pense pas que c'est le genre de gars qui va ralentir. Mais ce qui est marquant cette année, c'est vraiment, ben cette année, les 3-4 dernières années, c'est les petits défenseurs, là, les Makar, les Hughes. Je regarde, ben, je dis des petits défenseurs, mais même au niveau de l'attaque, c'est pareil, les petits joueurs. La ligue a changé, là. Ça a vraiment changé. Mais we'll see, comme on dit, ce que ça va donner, mais je serais très étonné que Hughes ne réussisse pas à performer encore une fois, tout comme l'année dernière. Maintenant, on va passer à la deuxième position. Alors, en deuxième position, vous avez deviné, bien entendu.
Non, c'est les Canadiens de Montréal, en fait. Donc, je voulais jouer encore une fois un petit tour. Donc, automatiquement, je pense que vous êtes capable de déduire c'est qui la première position. Mais laissons la place pour l'instant aux Canadiens de Montréal. Tout un upgrade versus l'année passée. Qui ont terminé 24e, je ne me trompe pas. Ils se sont classés par la peau des fesses dans la nouvelle formule COVID. Ils ont fait un petit bout de chemin, ils ont battu les Pingouins et ont même bien performé contre les Flyers. Ils n'ont juste pas été chanceux, tout simplement. Tant qu'à moi, ils méritaient de passer les Flyers. Ils ont mieux joué qu'eux. Alors, pourquoi Canadiens de Montréal devant des puissances comme les Oilers et comme les Canucks de Vancouver? Il y a 3 raisons principales. Je vous en numérer quelques-unes, mais il y en a vraiment 3 qui sortent du lot. À mon avis, puis là, il y a certains qui vont peut-être pouvoir argumenter là-dessus, mais avec les nouvelles acquisitions du Canadien, d'Edmondson qui vient solidifier leur deuxième paire, avec Romanov qui va solidifier la troisième paire, le Canadien va devenir la meilleure défensive de la division Nord. Ça va faire mal, les amis. Il manque peut-être un petit peu de mobilité, chose que va venir corriger Romanov, parce que techniquement, dans les réguliers, il va vraiment avoir 2 défenseurs que je considère vraiment mobiles en Petrie et Romanov, mais ça va faire mal. les gars, ils vont avoir des bleus, croyez-moi, avec des Weber, des Chariot, Edmondson qui ne laisse pas sa place. Petrie, c'est pas le plus gros, mais vous savez que c'est le défenseur qui donne le plus de mises en échec du côté du Canadien. Donc, ça va être du solide au niveau défensif. Puis ça, ben, je pense que vous n'apprend rien, là, à part les Price haters. Là. Regardez, là, le Canadien est de loin le meilleur duo de gardiens de but dans la division Nord et dans le top 3, je dirais, duo de gardiens dans la Ligue nationale. Alors, ça va être très intéressant à surveiller, ce duo-là. Probablement, j'ai fait un petit peu de vérification hier au niveau de la cédule. C'est moins compressé que je m'attendais. Ce qui veut dire que peut-être techniquement, tout dépendant de ce que le Canadien situe au courant de la saison, je prédis maximum de 12 matchs à Jake Allen. Ce qui va laisser 46 parties. En fait, non, c'est pas vrai. Qui va laisser 44 parties à Carey Price. Pourquoi seulement 12 matchs? C'est qu'il n'y a pas tant de parties que ça. Je pense qu'il y a un potentiel de 6 ou 7 parties en 2 soirs. Mais c'est 7, si je ne me trompe pas. On s'entend, Jake Allen ne va pas garder les buts seulement que pour 7 matchs. Il va leur en donner un peu plus. Il va aller chercher 12 parties. Pourquoi pas plus? Tout simplement parce que les Canadiens ne pourront pas se permettre de laisser partir des points. N'oubliez pas cette année, là, tu sais, la fameuse quote, là, un match en 4 points, un match de 4 points ce soir. Mais je vous annonce aujourd'hui que tous les matchs vont être des parties de 4 points. Parce que c'est contre toutes les parties dans la saison. Je ne sais pas si vous en prenez conscience. Là. Les Canadiens vont affronter seulement 7 équipes cette année. C'est les 7 mêmes équipes tout au long de la saison. Donc, c'est 10 matchs contre les Maple Leafs, 10 matchs contre les Sénateurs et 9 matchs contre les autres équipes canadiennes. Alors, en fait, j'ai dit 17, hein, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est 6 équipes parce que le Canadien est en la 7e équipe. Donc, le Canadien va affronter 6 équipes seulement dans la saison. L'autre point, l'offensive, beaucoup plus équilibrée. Un peu plus de toughness, un peu plus de robustesse. Si je prends Josh Anderson, qui est vraiment un très bon power forward, oubliez la saison de l'année passée. Ça va être un joueur de 22-23 buts, à mon avis, par saison.
mais va amener un aspect robustesse intéressant, va créer des occasions de marquer par sa présence, qui va driver le net, comme on dit. Donc, bonne acquisition. Toffoli, très bonne acquisition également, qui va venir solidifier notre deuxième trio, va venir ajouter du punch à l'avantage numérique, qui faisait un peu défaut du côté du Canadien, qui se cherchait un peu. Il va y avoir une belle compétition interne au sein de l'équipe. Ça va être fini les petites nananes pour les mêmes joueurs tout le temps qui ne performent plus ou moins en avantage, pour ne pas les nommer Drouin, ou des Jordan Wheel. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, sérieux, le Jordan Wheel, c'est avantage numérique. J'espère que là, ça va être terminé cette année. Là. Je pense qu'on a assez de talent pour se passer notre ami Will. Donc, non, ça va être pas mal de fun. Frolic, qui est un joueur plus both ways. Est-ce que. Mais là, je pense pas. 32 ans, quand même, Frolic. C'est-tu parce qu'on prévoit peut-être le départ éventuel d'un certain Dano? Je ne penserais pas, bien franchement. Dano va rester à Montréal. C'est Tatar qui va partir, bien malheureusement. Mais pour moi, c'est une grave erreur de laisser Tatar. Vous connaissez mon opinion sur lui. Là. Tatar, c'est un gars de 55 points par saison. Là. Il n'a pas fait exceptionnellement juste l'année passée. À part une saison moyenne quand il s'est retrouvé à Vegas, il a toujours performé, même avec les Red Wings. Là. Donc, des saisons 30 buts, il en a connu. Donc, s'il est heureux ici, là, gardons-le ici. Mais à un moment donné, il va y avoir des choix, je sais, on ne pourra pas signer tout le monde. Je prévois une grosse saison Suzuki Keke. Keke va. Keke, là, il va être un bon deuxième centre dans la Ligue nationale. Il est encore jeune, je le vois se développer. Regardez juste la différence entre la première saison et la fin de la deuxième. Commence à gagner en confiance. Il ne faut juste pas que Julien joue dans sa tête. Laissez-les jouer, laissez-les faire des erreurs. Ils vont apprendre. Tu as une grosse défensive en arrière qui va faire pardonner ces erreurs-là 90% du temps. Donc, regardez-le, laissez-les jouer, les jeunes. Suzuki, ici, va en faire des erreurs. Son IQ est plus fort et plus solide que Keke. Il y a plus de potentiel, il y a plus d'upside, c'est sûr. Suzuki, écoutez, c'est un gars qui va faire 65-70 points dans une saison normale dans la Ligue nationale. Alors, l'avenir est rose pour nos Canadiens de Montréal. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait mêler les cartes? Quelques petits points à considérer. Bon, avec l'arrivée de Frolic, qui fait en sorte que le Canadien dépasse sa masse de 300 000 $, est-ce que c'est vraiment Jordan Will qui va quitter ou c'est un plus gros morceau qui va partir pour se garder de la marge de manœuvre? Parce qu'on sait que Bergevin aime bien avoir une marge de manœuvre pour potentiellement signer ou aller chercher des joueurs à plus gros salaire vers la fin de la saison pour lui donner un coup de main pour parvenir aux séries et surtout pour performer en série. Donc, je ne serais pas étonné qu'on laisse partir, par exemple, un Byron. Tatar, peut-être parce qu'on pense ne pas pouvoir le signer l'année prochaine. Donc, un des deux risque de partir, bien probablement. Jordan Will, c'est une police d'assurance. Je ne pense pas qu'ils vont le laisser partir. Julien le voit dans sa soupe. Puis là, je vais être poli, je ne dirai pas d'autres mots. Mais, regarde, Jordan Will, on en a toujours un chaque année, là, un joueur qui, pour une raison qu'on ignore, on lui donne beaucoup d'attention. Drouin, va-t-il finalement demeurer constant et jouer à la hauteur de son talent? Tu sais, sérieusement, là, on s'est fait fourrer, on peut le dire, là? On s'est fait fourrer par les Lightning de Tampa Bay qui étaient à côté, pognés sa masse. Puis là, non seulement on leur a donné un meilleur joueur que Drouin, mais en plus, on leur a permis de se soulager point de vue masse salariale. Parce que Drouin n'aurait pas accepté de jouer à du 2 millions par année là, avec Tampa Bay. Là.
Donc, on s'est fait avoir. C'est malheureusement, on a pris du recul de 2 ans, 2, 3 ans. Mais la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle dans tout. Ce recul-là qu'on a pris, du fait qu'on n'a pas gardé Sergachev pour compléter le duo avec Weber, ça nous aura permis d'aller chercher Keke, qui est venu renforcer notre ligne de centre. Puis même éventuellement peut-être Peeling aussi. Fait Peeling, c'est peut-être un gars de quatrième trio, mais bon. Alors, regardez, mais Drouin, c'est do or die cette année, je vous le dis. S'il ne performe pas plus que ça, c'est lui qui risque de partir et non Tatar. Donc, c'est à voir. Et dernier point qui pourrait jouer en la défaveur du Canadien de Montréal, il y a beaucoup de nouveaux venus. Il n'y aura pas de match hors concours. Écoute, les pratiques commencent le 3 janvier, donc 10 jours seulement avant le début de la saison. Les parties blanc-rouge, là, ça ne permet pas de développer une bonne cohésion entre les joueurs. Donc, attendez-vous à ce que les 3-4 premiers matchs soient pénibles du côté du Canadien de Montréal. Soyez pas surpris, surtout qu'ils jouent à l'étranger. Bon, ça vaut ce que ça vaut l'étranger dans le contexte de COVID. Attendez-vous parce que c'est sûr qu'ils vont jouer en bas de 500. C'est les 6 ou 7 premiers matchs là, qui sont à l'extérieur. Sur ces matchs, ils vont probablement avoir quelque chose comme 2 victoires, une défaite en prolongation, quelque chose du genre. Ça va commencer un peu lentement, mais ça va se replacer. Les Canadiens vont définitivement se replacer. Ça va faire un changement, disons, que les autres saisons, parce que les Canadiens qui ont toujours commencé en force puis finir en queue de poisson. Les Canadiens sont bâtis pour gagner en série. Quand tu as un des 5 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale en Carey Price, quand tu as une aussi bonne défensive, avec des leaders comme, entre autres, Weber, des gars qui ont de la hangue comme Gallagher, qui ça joue la gueule en sang, avec la mâchoire facturée. Écoutez, on a des guerriers, donc le Canadien pourrait faire beaucoup de dommages en séries éliminatoires. Ça fait le tour de la deuxième position, donc là, il n'y aura pas de surprise pour la première. Hein. Alors, maintenant, je poursuis avec la première position. Alors oui, vous avez deviné la première position, les Maple Leafs de Toronto. Bon. Écoutez, qui aurait dit qu'un jour, en tant que fan fini du Canadien de Montréal, que je porte l'unifolié, la feuille d'érable des Maple Leafs. C'est un beau chandail en passant, mais écoutez, il ne faut jamais dire jamais. Il faut être plus ouvert d'esprit. Et puis, c'est ça. Je porte le chandail des Maple Leafs de Toronto. Et puis, je vous dirais que, bien qu'étant amateur du Canadien de Montréal, bien que j'aime toutes les améliorations qui ont été faites dans l'entre-saison, il faut que quand même j'y aille avec la raison. Et je ne vois pas comment que les Maple Leafs de Toronto ne pourraient pas participer aux séries cette année et même faire peut-être pas un bon bout de chemin en série, ça c'est notre paire de manche. Mais dans ma tête, c'est certain qu'ils terminent en premier. Il n'y a même pas de question à se poser. Je sais que ça va être serré, là, je vous l'ai dit, mais s'il y avait une certitude, ça c'est à mon humble avis, la certitude c'est que Toronto 1, Canadien 2. Après ça, pour les autres, les positions 3 à 5, n'importe quoi peut arriver. Mais Toronto sont très très forts. J'aime ce qu'ils ont fait comme addition cette année également. Alors, il va. Meilleure offensive de la division Nord. Les Oilers ne sont pas piqués des verres. Oui, c'est une bonne offensive. Mais Toronto sont un peu mieux balancés. Pas une grosse différence, là. Ils sont assez près un de l'autre. Mais écoutez, là, pensez-y 2 secondes. Là. Tavares, Matthews, Marner, Nylander. Déjà, ça te fait un top 4 assez solide. À ça s'ajoutent les nouvelles acquisitions qu'ils ont faites
dans l'entre-saison. Bon, Thornton est vieillissant, mais quand même, Thornton, Simons qui va pouvoir se prouver qu'une saison d'une seule saison. Et Robertson, le petit jeune, il va être solide. Je vous le dis, il va être solide. Donc, c'est une bonne équipe offensive. L'amélioration de la défensive avec l'ajout de TJ Brody, c'est une bonne défensive maintenant, les Maple Leafs de Toronto. Ils ont perdu Barry, mais moi je prends Brody avant Barry. C'est plus qu'il y avait besoin parce que les Canadiens ont quand même. Excusez les Canadiens, désolé, le gros lapsus. Ils ont quand même O'Reilly, les Maple Leafs, qui viennent. Riley, j'ai dit O'Reilly, excusez, Riley, qui vient vraiment. Qui est leur corps arrière, leur général à la défensive. Mais avec l'ajout de Brody qui va aider sur la première paire avec Riley, ça va être très intéressant. Une belle défensive contre les Maple Leafs. Ils ont aussi Bogosian que j'aime bien, Dermott. Il va y avoir du ground là, sur la troisième paire. Mosen qui est toujours là. Jake Mosen. Non, c'est quand même bien. Là. C'est une bonne défensive. On ne peut plus dire là, que c'est une défensive qui va se faire traverser. C'est plus le cas. Moi, je pense vraiment que Simons va connaître une bonne saison. Ça sera plus Simons qu'on connaissait avec des 30 buts par saison. Mais écoutez, c'est un quatrième trio. Là, quand tu as le luxe d'avoir un Simons sur le quatrième trio, qui ne restera pas longtemps, qui va monter sur le troisième, c'est intéressant. Il a ralenti, ça, il n'y a pas de doute, mais 1 million par année, moi je l'aurais pris à Montréal demain matin. Thornton, là, il y a quoi, 38, 39, là, facile. On pense tout le temps qu'il va ralentir. Ouais, ça fait penser un peu à Chara, tu sais, oui. Le Big John, il ralentit, mais le Big Joe, mais Jumbo Joe, là, il y en a encore dedans, puis excellent mise au jeu. Il va jouer sûrement sur la troisième ligne d'attaque. Il va vouloir sa fameuse Coupe Stanley, là, lui, elle veut. Là. Donc, je ne serais pas surpris qu'il ait sa Coupe Stanley avant de prendre sa retraite. Donc, je vous souhaite bonne chance à Joe. Robinson va être un très bon joueur d'attaque. Watch out, les amis. T'sais, des fois, en tant que partisan, on regarde plus dans notre cours, on regarde un peu moins ce qui se passe ailleurs. Robinson a du potentiel. Je dis bien du potentiel. Ça va être sa première saison là, officiellement avec les Maple Leafs, si je ne me trompe pas. Mais regardez-le aller. Regardez-le aller. Il va jouer sûrement pour débuter sur la quatrième ligne. Mais surprenons-nous pas si éventuellement les Maple Leafs lui fassent de la place. C'est sûr, on ne se le cachera pas. C'est sûr qu'il aimerait bien laisser partir Nylander qui est beaucoup trop payé. Là. Mais il va être difficile à passer à un 6,7 millions, je ne me trompe pas, par année. Qu'est-ce qui pourrait mêler les cartes dans le cas des Maple Leafs? Il n'y a pas grand-chose, on va être honnête avec vous autres. Mais il y a une affaire, par exemple, qui est un gros point d'interrogation, c'est devant le filet. Sincèrement, devant le filet, c'est pas fort. Tu sais, tu as Anderson, très ordinaire, même pas dans les top 20 de la ligue. Puis tu as Campbell. Tu sais, sérieux, il n'y a rien pour écrire à sa mère. Donc là-dessus, c'est pas la force, disons, là, des Maple Leafs de Toronto. Mais tellement puissant l'attaque qu'elle est défensive. Mais pas défensive, là, sont plus moyens. Là. Ils sont bons en défensive, mais c'est l'attaque qui fait la grosse différence. Mais gardien de but, il va avoir des 3,5 buts par match à peu près. 3,5. Je ne serais pas étonné dans le cadre des Maple Leafs de Toronto. Maintenant, l'autre petit point, ça ressemble un peu aux Canadiens. C'est la cohésion au début de saison. Ça va être encore pire, je pense, que les Canadiens parce qu'ils sont un peu plus vieillissants. Tu sais, des Thornton, des Simons.
Tavares, ça va prendre un peu plus de temps avant de décoller, là, et puis d'atteindre leur vitesse de croisière, comme on pourrait dire. Là. Il y a des jeunes quand même qui vont compenser, là, les Marner, les Matthews, les Robertson, Nylander vont quand même être assez up to speed assez rapidement. Là. Mais je m'attendrai encore là que les 5-6 premiers matchs. Puis remarquez les saisons vers le passé, c'était comme ça au Maple Leafs. C'était des lents début de saison, puis là, ça se replaçait en cours de route. On se demandait même des fois s'ils feraient des séries ou pas. Puis là, on demandait, oups, s'ils pognent leur vitesse de croisière. Ça va être encore pire cette année. Fait que s'il y a une chose qui pourrait mêler les cartes, encore plus, je pense que la faiblesse du niveau devant le filet, ça serait ça. Fait que moi, je vous répète, les 7 positions, là, je vais vous les donner dans l'ordre. Donc, en premier, les Maple Leafs de Toronto, qui vont définitivement faire les séries et fort probablement terminer premier. En deuxième, le Canadien de Montréal. En troisième, les Canucks de Vancouver, mais ça va être excessivement serré avec les Oilers d'Edmonton et même, je dirais, les Flames de Calgary. Et en sixième et septième position, dans l'ordre, le Winnipeg et puis Ottawa. Maintenant, là, c'est un peu tôt, là, mais je me lance quand même. Si vous me demandez aujourd'hui qui a plus de chances de terminer un carré d'as, wow! C'est pas Toronto. Je vous le dis, c'est pas Toronto. Toronto ne terminera pas dans le carré d'as. Mais ça va être qui? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais savez quoi? Je ne serais pas surpris que ce soit l'année du Canadien de Montréal. S'il y a une équipe qui peut faire une surprise, qui est vraiment bâtie pour faire les séries, c'est le Canadien de Montréal. L'autre équipe, pas très loin, là je vais vous surprendre, ça serait les Flames de Calgary s'ils feraient les séries, mais ils ne les feront pas. Donc, dans ce contexte-là, je vous prédis tout de suite une finale de division entre les Canadiens et les Maple Leafs. Et là, tout pourrait arriver. Mais je ne serais pas surpris qu'au final, le Canadien passe les Maple Leafs. Mais bon, c'est l'avenir qui va nous le dire parce que là, à ce moment, je ne peux pas rien prédire. Il va y avoir le facteur blessure, facteur COVID. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte qui pourraient changer la donne. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'était une grosse capsule de presque 30 minutes. Mais je voulais faire un 3 dans 1 puis le libérer pour la journée de Noël. Donc, sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, de la santé. S'il vous plaît, respectez les mesures d'hygiène. Soyez prudents. Pensons, s'il vous plaît, à ma conjointe en fait partie. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est pas des blagues. Là. Il y a énormément d'absentéisme. Ça fait 8-9 mois là, qu'ils tiennent ça à bout de bras. Il y a des décisions difficiles qui s'en viennent. Il y a des... c'est pas le COVID qui tue beaucoup plus que les dommages collatéraux. Les opérations qui ne se font pas. S'il vous plaît, là. Je sais que c'est peut-être touché, mais pensons à eux. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes encore une fois avec votre famille. Et puis, on se reparle très, très, très bientôt avec d'autres chroniques et surtout le top 50 pool de hockey. Salut la gang!